Vous avez devant vous rien de moins que l'avenir de la traductologie et permettez-moi de les présenter en utilisant cette image du portrait de famille. Le thème de cette table ronde, c'est l'avenir des études en traductologie. Donc, tout un chacun savons que l'avenir est toujours tributaire du passé. Et c'est l'angle sous lequel j'ai demandé à chacun et à chacune d'elles de présenter ses recherches actuelles en traductologie, mais en commençant par nous situer de quelle façon ils sont tributaires, justement, des travaux pionniers de Sherry et de Judith dans le monde de la traductologie. C'est une science très, très jeune. Hein, on l'a dit tout à l'heure dans une des interventions. Et rendez-vous compte qu'on a ici aujourd'hui l'occasion d'avoir à la fois le passé, le présent et l'avenir, parce que la discipline, elle a à peine, elle n'a même pas 100 ans. C'est vraiment très, très émouvant. Portrait de famille. Tous les parents sont fiers de leurs enfants. Je suis convaincue que c'est le cas de Judith et Sherry. Et je vais vous les présenter comme une bonne mère de famille ou un bon père de famille le ferait en partant de la plus vieille, Aileen Rowan. Elle est la plus vieille parce que c'est la plus avancée dans ses études. Elle a déjà terminé son doctorat. En fait, elle est ici pour faire une recherche postdoctorale à l'Université Concordia. Je vous donnerai un petit peu plus de détails après. Les deux autres qui la suivent parce qu'ils sont en train de faire une recherche doctorale, c'est Anastasia et Carmen Ruchiensky. Et après, ben, les deux cadets, les deux Benjamins, qui en sont à leur maîtrise en traductologie. Donc, si je reviens à notre aînée, Aileen, son nom complet, c'est Aileen Ruan. Elle est titulaire d'un doctorat en études littéraires de l'Université Laval, d'une maîtrise en études françaises de l'Université Urbana-Champaign de l'Illinois. Elle est donc, je le disais, stagiaire postdoctorale chez nous à Concordia. Et le titre de son projet, qui est subventionné par le FR, là, je ne fais pas de recherche, ça paraît, hein, je ne suis même pas capable de dire les acronymes. Voilà, c'est l'éthique féministe de la traduction, donc les meilleures pratiques pour élargir le canon du théâtre traduit au Québec. Et elle s'intéresse aux dramaturgies irlandaises. Laurie serait contente parce qu'on pourrait danser sur cette corderelle avec des beaux rires irlandais. Les dramaturgies françaises, québécoises, la performativité, etc. Le thème de la mémoire et de l'identité. Elle en parlera mieux que moi dans quelques minutes. Anastasia. Merci, Christine, de m'avoir écrit comment on prononce son nom de famille. C'est Lou-Hélène, mais ça ne s'écrit vraiment pas pareil. Alors, Anastasia, elle détient une maîtrise en traductologie, je le disais, de l'Université Concordia et qui porte sur la traduction de la Bible vers le gallois. C'est beau. Elle a présenté les résultats de ses recherches lors de la 2e conférence Judith Woodsworth de l'Association canadienne de traductologie. Et elle mène actuellement des recherches doctorales à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Son projet de recherche, qui est financé par le CRSH, porte sur la revitalisation et la politique québécoise, la politique linguistique. C'est une Québécoise d'origine anglophone et elle s'intéresse aux enjeux linguistiques, culturels et identitaires d'un point de vue interdisciplinaire et intercolonial. Elle s'intéresse également aux enjeux liés à la santé et au handicap et, nous y reviendrons, on laisse le mystère flotter, mais tenez-vous bien, à la politique du tricot. C'est écrit. Voilà, Carmen. Carmen, elle est elle aussi donc titulaire d'une maîtrise en traductologie. Elle est doctorante en sciences humaines chez nous au Centre d'études interdisciplinaires sur la société et la culture à l'Université Concordia. Elle s'intéresse à la traduction et à la médiation de la mémoire culturelle au Québec. Elle a publié des articles dans les revues Archivaria, TTR, Traduction, Terminologie, Rédaction et Belphégor. Elle a fait paraître des chapitres dans des collectifs, relire les revues québécoises Histoire, Forme et Pratique, Translation and the Global City and the Routledge Handbook of Translations and of Translation and Memory.
Elle est traductrice agréée. Elle partage cette particularité avec ses deux petits frères qui sont, en plus d'être d'émergents traductologues, des traducteurs professionnels. Parmi ces traductions récentes, on compte notamment Sensing the Word, An Anthropology of the Senses de David Le Breton. Et il est en train de préparer la commercialisation de la fête de Noël au Québec de Jean-Philippe Wabren. Je l'ai dit en français parce que mon anglais, tout le monde le sait, est vraiment pas bon. David Blondeau, donc, il étudie à la maîtrise. Il est chargé de cours cette session chez nous à Concordia. Son projet de recherche porte sur la traduction de l'affichage commercial en contexte multiculturel. Et en plus d'être traducteur et réviseur indépendant, il est vice-président du Carrefour des langagiers entrepreneurs, dont l'acronyme est CLÉ. C'est comme le l'OTIAC des gens qui ne font pas partie de l'OTIAC parce qu'ils sont traducteurs pigistes. On peut dire ça comme ça. Il est aussi co-animateur d'un balado de vulgarisation linguistique, Délier la langue, qui est produit par CISM 89,3 Montréal. Ce n'était pas écrit, mais j'en déduis. Et Alexis Legault, toujours donc étudiant à la maîtrise. Alexis, c'est notre étudiant fantôme de la pandémie. Il a eu le malheur d'entamer sa recherche en janvier 2020 et personne ne l'avait jamais vu et il ne nous avait jamais vus non plus avant aujourd'hui. Alors, bienvenue Alexis. Il travaille sur les représentations de la traduction et de la communication multilingue dans la littérature, mais aussi le cinéma, et particulièrement au cœur même du quartier Parc Extension à Montréal. Et son approche s'articule autour du concept de translanguaging. Alors voilà, sans plus attendre, je leur cède la parole. On a établi un petit plan de match, mais avant, peut-être juste pour vous donner une idée de comment on veut, sous quel signe on veut inscrire cette table ronde, c'est vraiment sous le signe de l'entretien à bâton rompu entre la salle et nous-mêmes. Donc, après leur présentation, 5 minutes environ chacun, sous l'angle de quelle façon ce que vous faites maintenant est tributaire d'abord du passé, de quelle façon vos recherches actuelles projettent l'avenir, le renouvellent. Après ça, on commencera avec des questions entre nous, des questions peut-être que leurs présentations auront déjà suscité chez vous. Donc, il suffira de lever la main et je remercie à l'avance Geneviève. Et je ne sais pas qui a pris le relais de Denis, mais pour les micros, alors merci Sophie à l'avance. Et puis, bonne table ronde tout le monde. Aileen? Bonjour. Je suis la seule personne ici qui n'a pas fait une formation en traduction, en traductologie. Alors, mais en réfléchissant un peu à ce que je peux dire aujourd'hui pour vous, je me suis rendu compte que le travail de Sherry était toujours dans mon arrière-plan depuis la fin de ma maîtrise. Je me suis rendu compte que j'ai travaillé sur un projet portant sur l'adaptation, donc dans la famille de la traduction, l'adaptation théâtrale du roman de Yannick Hanel, Jankowski. C'est le metteur en scène Arthur Nosiciel qui a fait une adaptation théâtrale de ce roman en 2011 au Festival d'Avignon. Alors, j'ai travaillé un peu avec certaines idées, certaines hypothèses que Sherry a développées sans vraiment avoir conscience que c'était bien Sherry. Mais en réfléchissant, oui, elle était toujours là en arrière-plan de ma vie. Mais j'ai travaillé un peu sur les hypothèses dans lesquelles la traduction est importante à la fois pour transmettre et résister à la mémoire, ainsi que l'importance du lectorat, du spectateur. Et ces hypothèses ont aidé à justifier les perspectives et les responsabilités éthiques et politiques de mon projet. Mais néanmoins, c'était au cours de mes études doctorales que l'importance des recherches de Sherry en prenait plus d'amplitude dans le cadre de ma thèse. Ma thèse a abordé les notions, comme Daniel a souligné, la performativité et l'altérité dans les traductions québécoises du théâtre irlandais et pris comme base l'hypothèse que l'Irlande et le Québec partagent une complicité culturelle et socio-historique, ce qui engendre une relation de traduction unique et spéciale.
à travers tels ouvrages comme l'inscription sociale, la traduction et le trafic des langues, bien sûr même Citizen Translation. Le discours selon lequel la traduction peut déstabiliser les identités culturelles et linguistiques dominantes, défiant ainsi la fixité d'une traduction ultime, entre guillemets, bien sûr, m'a donné le soutien théorique nécessaire pour articuler des hypothèses sur les traductions théâtrales en particulier. J'ai mis ça dans une forme des poupées russes où chaque traduction, on voit juste la partie de l'extérieur, mais chaque traduction, surtout chaque mise en scène, porte les poids des autres à l'intérieur. Dans ma thèse, j'ai proposé que les traductions théâtrales extériorisent surtout ce pouvoir, car chaque mise en scène incarne la potentialité, étant à la fois l'objet du circuit de concrétisation, selon Patrice Pavy, mais non figé à perpétuité, comme il change nécessairement de production en production, de nuit en nuit, chaque soirée. Mais le travail de Sherry m'a encouragée à lui demander de diriger mon projet postdoctoral avec un préavis très court, si Sherry s'en souvient, très court, une dizaine de jours avant la date limite pour déposer ma candidature. Mais merci quand même. Mais au cours des dernières étapes de mes études doctorales, j'ai pris conscience du déséquilibre qui existe entre les dramaturges et les traducteurs, les traductrices dans mon corpus primaire. Je n'avais que des dramaturges masculins et une traductrice, c'était Fanny Britt. Et donc, j'ai désiré à y redresser à travers un nouveau projet dans lequel les Irlandaises écrivent et les Québécoises traduisent principalement les œuvres choisies pour le corpus primaire. J'ai voulu me concentrer sur le féminisme des dramaturges et comment ce dernier, le féminisme, disons, influence ou non la féminité du texte source. À partir de là, j'ai analysé si l'attention des traducteurs aux notions de féminisme et de féminité dans le texte source se manifeste ou non dans la traduction, dans la mise en scène. Le texte fondateur de Sherry, Gender in Translation, je crois qu'il y a personne à discuter ça vraiment aujourd'hui, est ici une véritable, c'est l'information par excellence, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, comme j'ai déjà mentionné, n'a pas une formation en traductologie, ni vraiment en idéologie féministe. Alors, Sherry, au début de ce projet, m'ont aidé vraiment à établir une base d'information, une expertise pour faire mes recherches à ce niveau-là. De plus, ce texte m'a permis de retravailler mon projet parce que dans le fond, ce que j'ai découvert, c'est que la parité en tant que si on veut choisir une traductrice pour une dramaturge, c'est pas toujours possible. Alors, c'était une opportunité de regarder tout le processus et c'était pas possible sans le travail de Sherry dans ce texte. Lorsqu'il est devenu clair qu'une parité parfaite ne serait pas possible, j'ai commencé justement à me demander ce qui rendrait le processus de traduction féministe par ses aspirations politiques et éthiques dans le fond. Alors, je crois que c'est un peu tout pour l'instant, mais on peut continuer plus tard. Merci. Merci, c'est très complet. On enchaîne effectivement. Merci. Merci beaucoup. Un grand... Oui, parfait. Désolée. Merci à Daniel pour la présentation et merci à Sophie pour l'organisation de la journée et surtout un grand merci à Mesdames Simon et Woodsworth sans qui nous ne serions simplement pas ici aujourd'hui. Pour appréhender mes recherches, il faut commencer un peu, je m'excuse, mais par parler un peu de moi-même. Donc, dans mes recherches et en fait, dans ma vie de tous les jours, je porte attention aux méthodes autochtones qui s'intéressent aux relations qui nous rassemblent, aux liens qui se tissent entre et à travers nous. Autre élément essentiel de ces méthodes, l'importance de se situer dans sa recherche. Dès mon enfance, j'ai toujours énormément songé à ma place dans le monde. Depuis mon déménagement à Ottawa
en 2019, pour poursuivre mes études doctorales, j'ai réfléchi de manière plus assidue pour me situer comme chercheur et simplement comme être humain. Selon le contexte, je suis, entre autres, canadienne, québécoise, montréalaise, voire franco-ontarienne, mais sans même le savoir. Il paraît que quand on parle français et qu'on déménage en Ontario, on est automatiquement membre de la communauté. C'est une... oui, donc... et c'est un honneur, mais je ne le savais pas. Donc, on ne m'a pas consulté. Donc, au fil du temps, mes identités se construisent, se transforment, se multiplient et s'éclipsent. Comme Mesdames Woodsworth et Simon, oui, j'ose me comparer à nos illustres mentors, je reste ancrée dans un contexte montréalais tout en étant citoyenne du monde. Donc, il faut comprendre, pour comprendre mes recherches, il faut comprendre le contexte dans lequel j'évolue. Des piliers théoriques avancés, justement, par mesdames, piliers sur lesquels je me penche également dans mes recherches. Donc, mes recherches doctorales qui découlent de mon mémoire de maîtrise sous la direction de Mme Woodsworth et en fait, dont le sujet a vraiment pris sa forme dans le courant contemporain en traductologie de Mme Simon, il y a maintenant plusieurs années, porte sur la politique et la revitalisation linguistique, entre autres au Pays de Galles et aussi en Amérique du Nord. Ce n'est pas un projet de traductologie en tant que tel. Il s'agit d'une thèse en sciences politiques, mais on n'a qu'à se tourner aux travaux de nos invités d'honneur pour voir comment la traduction, les définitions, les bornes de la traduction s'élargissent, je dirais, de plus en plus et ne sont pas figées dans la traduction textuelle, entre autres. Donc, d'ailleurs, lors de mes débuts en sciences politiques, alors que je me sentais plutôt imposteur, c'est à Mme Simon que je pensais pour me rappeler que je n'ai pas besoin d'être experte pour m'attaquer à un nouveau sujet. La curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit sont ce qui compte lorsqu'on se tourne vers un nouveau projet. Et je pense aussi, bien sûr, à Mme Woodsworth. Combien de fois j'ai lu les traducteurs dans l'histoire au courant de ma rédaction de mémoire de maîtrise. Je suis à la base, moi aussi, historienne de la traduction. Et y a-t-il un phénomène plus politique que la traduction de la Bible, entre autres? Donc, j'en savais déjà plus que je pensais. Et je crois aussi, justement, que c'est une des grandes forces de la traductologie, c'est son interdisciplinarité, multidisciplinarité, transdisciplinarité, qu'elle soit explicite ou plus subtile. Mon projet doctoral demeure en flux, entre autres à cause de la pandémie qui a fait en sorte que j'ai retravaillé mon projet et là, je le retravaille encore. J'ai décidé de ne pas aller faire du travail de terrain en Louisiane en ce moment pour plein de bonnes raisons, malheureusement. Donc, à ce stade-ci, je me concentre vraiment sur le Pays de Galles, l'histoire du territoire, le lien entre le territoire et la langue. Question de comprendre comment où on vit informe comment on travaille le côté linguistique. Il semble vraiment y avoir un lien entre le territoire et la culture. Si je m'éloigne du foyer de la traductologie, il reste que les assises théoriques sur lesquelles je construis mes travaux sont ancrées dans le socioculturel. Enfin, plus j'avance, plus deux éléments demeurent clairs. Un, le contexte est essentiel. Pour comprendre le présent, il faut se retourner vers le passé, que ce soit pour élucider les décisions gouvernementales ou comprendre le comportement du peuple. Un retour en arrière est simplement nécessaire. Et pour comprendre la revitalisation, il faut évidemment comprendre le déclin. Rien ne se produit en huis clos, comme on voit dans les traducteurs dans l'histoire. Et deux, la notion de l'hybridité revient
beaucoup aussi. La revitalisation linguistique est elle-même complexe, composée non seulement des politiques linguistiques, mais aussi des politiques économiques, agricoles, etc. Ce qui, boucle à boucle avec le contexte. Tout est lié. J'aime arrêter là parce que, bon, je pourrais continuer. mais oui, voilà, merci. Merci Anastasia, c'est un bon départ et on va enchaîner avec Carmen. Bonjour, bon après-midi. Je peux commencer, c'est bien. Je peux commencer par dire qu'une des œuvres qui a la plus grande influence sur mes recherches au tout début, c'est l'œuvre magistrale de Sherry Simon, Translating Montreal, Traverser Montréal. C'est une œuvre qui parcourt les rues de Montréal pour nous faire découvrir la traduction à la croisée entre la ville et la littérature. Un autre ouvrage fondateur qui m'a inspiré dès le départ, c'est Les traducteurs dans l'histoire, Translators Through History de Judith Woodsworth et Jean Delisle. Et je peux mentionner évidemment plusieurs autres, il y a tellement d'œuvres, mais ces deux sont parmi des premiers que j'ai découverts au début de mes études de maîtrise en 2012. Et à l'époque, je ne connaissais absolument rien de l'histoire et de la culture de la traduction. Ce livre de Judith Woodsworth m'a fait comprendre toute l'importance de la traduction et surtout du rôle des traducteurs à travers des époques. Mon mémoire de maîtrise portait justement sur les étudiants traducteurs à Montréal. Avec du recul, il me semble que j'ai combiné, en quelque sorte, des apports des deux chercheurs afin de mieux comprendre les liens entre la traduction et la mémoire culturelle, à la fois individuelle et collective. Et j'aimerais mentionner aussi ma directrice de maîtrise, Deborah Fulleran, qui est présente et qui m'a beaucoup inspirée aussi. Le thème principal de mes recherches doctorales a commencé alors à se dessiner. Elle s'intéresse à la relation entre traduction et mémoire, au processus de réécriture et de transmission, ainsi que la traduction comme phénomène de mémoire en soi. Elle souligne le fait que le sens et les identités ne sont pas immuables, mais plutôt des phénomènes émergents dont la survie est assurée par l'acte même de leur transformation. Comme l'indique Siobhan Brownlee, traductologue en Angleterre, dans son livre Mapping Memory in Translation, translation, like memory, is both meaning preserving and meaning making. Bien que le contact entre les langues reste au cœur de la traductologie, notre discipline englobe aujourd'hui une panoplie de théories qui abordent la traduction sous tous ses angles, à travers les langues, les cultures et les médias, à travers le temps et l'espace, faisant partie de nos vies quotidiennes, voire, comme le dit Sherry Simon, conditions sociales et culturelles. Mes projets de recherche s'inscrivent dans cette vision élargie de la traduction, sans perdre de vue les problématiques propres à la pratique de la traduction comme telle. Globalement, j'adopte une approche qui se modèle sur la spécificité et la complexité de ce qui se produit dans l'acte de traduire. Je cite l'historien Robert Young, qui n'est pas traductologue, mais quelqu'un qui écrit des choses intéressantes sur la traduction culturelle en anglais. What you might call the metaphorical use of the word translation, or what seems to us now to be the non-literal use of the word, is as old as translation itself. So it is a lost cause in the first place to try to limit it to language only. At the end of the day, it still works for what people want it to mean in a precise way. As the word translation itself suggests, all meaning is metaphorical. Therefore, when thinking about translation, which has the advantage of being a specific practice, if you feel you have lost your bearings, you can always go back to that. Je laisse. Merci beaucoup, Carmen. Enchaînons avec David. Merci beaucoup, Carmen. Et je vais reprendre à mon compte les remerciements qu'Anastasia a fait aussi aux organisatrices, à nos deux fêtés et aussi à Daniel pour la jolie introduction. Donc, je m'appelle David Blondeau. Tantôt, vous mentionnez Cities in Translation, puis ça m'a fait réaliser qu'avant même que le nom de Sherry Simon devienne autre chose qu'un simple nom sur le site web de Concordia, pour moi,
mon projet était déjà inspiré par sa démarche. Puis, en ce sens que, tout comme le livre Cities in Translation, mon projet de maîtrise est né dans la promenade, dans l'exploration de la ville. Puis, sa genèse, en fait, c'était au printemps de la pandémie où on était un petit peu confinés à aller se promener à l'extérieur, si vous me permettez le paradoxe. J'allais explorer les quartiers un peu limitrophes au mien, dont Parc Extension, qui est comme, disons, un haut lieu de la superdiversité montréalaise, si on veut. Puis, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais j'ai toujours mon regard langagier qui se porte sur la façon dont l'écrit se déploie dans l'espace urbain. Puis, j'ai été arrêté devant une devanture de commerce. Puis, il y avait un message en anglais « Close until July 15 ». Puis, en dessous, il y avait un autre message en grec qui, avec le chiffre 15, donc j'en déduisais que ça disait la même chose. Puis, il y avait un autre écriteau juste en dessous en grec, un peu plus long. Puis là, je m'étais demandé, est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce qu'on a affaire à une traduction ou non, ou à un genre de pseudo-traduction? Et ultimement, est-ce que mon regard de passant francophone détermine si un message est une traduction ou non? Donc, mon projet de mémoire, en fait, s'inscrit à l'intersection de deux champs d'études. Le premier étant la traductologie et le second, ce qu'on appelle l'étude des paysages linguistiques. Un champ d'études, bon, certes pluridisciplinaire, mais qui émane principalement de la sociolinguistique et qui, si on peut le résumer, parce que, bon, un peu comme la traduction, c'est un concept au contour mouvant qui fait l'objet de définitions parfois concurrentes, mais qui réfère à l'inscription de la langue écrite dans l'espace public, le plus souvent l'espace urbain. Donc, ce pourquoi je veux militer dans mon mémoire, c'est qu'on puisse prendre, en fait, qu'on puisse étudier le paysage linguistique comme une zone de traduction, au sens où Sherry Simon et Michael Cronin l'entendaient, c'est-à-dire un espace où il y a une prise en compte accrue des échanges linguistiques et culturels, des négociations linguistiques et culturelles. Donc, ce que je veux faire aussi avec ce projet, c'est un peu nous éloigner d'une conception de la traduction qui n'est peut-être pas nécessairement court dans les cercles traducologiques, mais dans la société en général, où on va assimiler la traduction à la mauvaise traduction. C'est-à-dire, on va reconnaître la traduction quand on voit des erreurs dans les vitrines. On va dire, ah, mais telle communauté font des erreurs dans les vitrines, ne sont pas conformes, etc., etc. Moi, ce que j'ai envie de faire, puis suivant l'invitation de nos deux fêtés aussi, c'est d'un peu mettre en valeur, en lumière, le travail des artisans et des artisanes de la traduction qui donnent à la ville sa couleur, donc qui donnent les langues à lire dans les quartiers, dans le quartier que j'étudie, qui est Parc Extension. Donc, pour ce faire, concrètement, je vais mener une étude de terrain en allant à la rencontre des propriétaires ou responsables d'établissements commerciaux du quartier pour leur demander, premièrement, est-ce que, à leurs yeux, les messages qu'ils affichent constituent des traductions et si oui, quel a été le processus derrière ça? Donc, est-ce qu'on a affaire à une traduction qui pourrait être dite professionnelle, entre guillemets, ou non professionnelle? Ou est-ce qu'on a fait intervenir la traduction automatique? Est-ce qu'on a affaire à de la traduction qui est faite par leurs enfants, etc.? Puis, bon, là, c'est sûr que dans le cadre de ces discussions-là, forcément, la question de la législation linguistique, des politiques linguistiques va émerger, mais j'aimerais ça amener cette discussion-là plus loin, en fait, pour voir comment la traduction peut permettre de rêver le paysage linguistique. J'aimerais leur demander, voir s'ils veulent m'amener là, s'il n'y avait aucune contrainte ou dans un monde idéal, quelle langue voudriez-vous afficher dans votre quartier? Puis j'aimerais montrer comment la traduction peut devenir une clé pour penser l'historicité du paysage linguistique. Donc, raconter l'histoire de ces traducteurs-là qui sont à leur manière des traducteurs dans l'histoire et de voir comment la traduction peut amener potentiellement le paysage linguistique, qui est aussi genre un des éléments qui transforme le space en place dans l'espace urbain, comment ça peut l'apporter à sa pleine expression. Donc, à suivre. Mais le terrain n'est pas encore commencé pour raisons pandémiques et autres, mais à suivre. Donc voilà, merci beaucoup. Poursuivons la promenade avec Alex, qui va nous amener un peu dans les mêmes. Oui. Mes recherches, comme David, comme Carmen, sont aussi directement inspirées des travaux sur la ville de Mme Simon. En fait, c'est la lecture de son livre « Traverser Montréal » qui m'a lancé sur la voie sur laquelle je suis présentement. Cette idée-là de poser la loupe de la traduction sur la ville en faisant intervenir au passage histoire, politique, études urbaines et littérature m'a vraiment beaucoup parlé. J'ai choisi une approche similaire, mais un terrain d'études un peu plus contraint, un peu plus ciblé. Comme David, je travaille sur le quartier de Parc Extension, qui est un quartier qui est vraiment marqué par l'immigration, marqué par la multiplicité, le multilinguisme.
Pour moi, par contre, c'était important de me détacher du discours traditionnel sur les quartiers immigrants qui reviennent toujours à tourner un peu autour du sujet de l'intégration au sein de la société d'accueil. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, dans un quartier autant diversifié, comment est-ce que les habitants négocient avec la différence au quotidien pour communiquer, puis comment, par le langage, ils vont s'inscrire dans le quartier. Pour y arriver, j'ai choisi comme matière première les œuvres littéraires et cinématographiques issues par extension, ou du moins portant sur le quartier. Donc, en d'autres mots, l'imaginaire du quartier. Pour moi, la mise en récit d'un lieu nous ouvre une fenêtre un peu sur l'affect de sa population par rapport aux langues, par rapport à la traduction. Le corpus que j'ai assemblé compte en ce moment une quarantaine d'œuvres, certaines fictionnelles, d'autres non. Puis c'est là un peu que mon mémoire croise un champ de recherche de Mme Wordsworth, qui est la transfiction. Parce qu'en fait, quand on met en scène la traduction, on met aussi en scène la multiplicité, le contact. Puis donc, on traite d'enjeux qui sont connexes au langage, comme le déracinement, la migration, l'hybridité, tous des thèmes qui traversent mon corpus, qui, selon moi, caractérisent aussi Parkex. J'aimerais souligner une autre intersection entre mes recherches et celle de Mme Simon. En fait, une de mes hypothèses de départ, c'était que comme j'étudiais un quartier multilingue, la traduction allait nécessairement être un thème omniprésent dans les œuvres de mon corpus. J'ai vite réalisé que ce n'était pas vraiment le cas. En fait, les passages sur le langage font vraiment rarement mention d'un transfert, d'une médiation permise par la traduction, mais elles vont plutôt simplement faire état de la coprésence des langues. Et aussi, souvent, on va exprimer une certaine ambiguïté identitaire par rapport au langage. Dans ses travaux sur la ville, Mme Simon nous dit que la ville nous révèle une multitude de formes d'échanges linguistiques qui vont au-delà du transfert d'une langue A à une langue B. Puis donc, on a intérêt à ouvrir notre conception de la traduction pour inclure ces autres formes. C'est cet assouplissement-là de la définition, cette ouverture qui m'a amené en fait vers une théorie socio-linguistique qui s'appelle le translanguaging, qui consiste à penser la communication en milieu multilingue comme la rencontre de répertoires linguistiques individuels. Donc, on considère que chaque individu a un répertoire de ressources linguistiques, puis que pour communiquer, il va déployer ces ressources-là sans nécessairement adhérer aux frontières qui existent entre les langues. Puis là où la traduction va plutôt réaffirmer ces frontières-là, le translanguaging va davantage mettre l'accent sur l'agentivité des individus. L'idée, c'est de voir comment le locuteur utilise de manière critique et créative les ressources de son répertoire pour communiquer en dépit des barrières, mais aussi pour remettre en question la normativité monolingue, pour revendiquer une identité mixte et hybride. Donc, pour moi, c'est vraiment la mise en récit de cette revendication-là, de cette remise en question qui est au centre de mes recherches, puis non nécessairement de la représentation de la traduction à proprement parler. Merci beaucoup. Vous devez être fiers de vos héritiers, hein, quand même. Au moment où on a préparé cette table ronde, il y a un fil rouge qui a émergé des notices bibliographiques. Et ce fil rouge, c'est vraiment la figure de la rue. Et on s'est dit, après mûre réflexion, que puisque Judith et Sherry ont amené la traductologie en ville, ben, ce n'était pas étonnant que la rue soit ce lieu qui, symboliquement, représente le décloisonnement ou la sortie
de la traductologie de ces lieux traditionnels d'analyse, un rapport de texte à texte dans un domaine longtemps dominé par la littérature, pour devenir petit à petit un objet de pensée qui est étudié sur le plan de la sociolinguistique, de la sociologie, la politique, l'aménagement politique, l'éthique, l'élargissement des horizons d'une discipline grâce aux apports d'un regard féministe, par exemple. Donc, j'aimerais vous inviter peut-être que on va relancer donc la table ronde autour de ces choses-là. Je pense que c'est flagrant que l'avenir de la traductologie, tel que nos jeunes chercheurs nous ont présenté leur recherche, elle est vraiment très touffue, très riche, très bien assurée. L'avenir est bien assuré aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez spontanément des questions qui vous sont venues à la suite de la présentation de nos invités? J'allais dire nos enfants, mais là, on va arrêter avec la métaphore de la famille, même si c'est une belle métaphore. Alors, moi, j'en aurais une, j'avoue, Alexis, que l'absence de traduction dans cette mise en récit à laquelle tu fais allusion au sein de ces communautés linguistiques très diverses dans un quartier comme Parc Extension, elle est imputable à quoi? Ça me faisait penser un peu, je ne suis pas théoricienne de la traductologie, mais je viens du monde de l'Amérique latine et j'ai beaucoup lu les récits des premiers chronistes, les premiers chroniqueurs. Et moi, je me souviens, le journal de bord de Christophe Colomb, qui fait plusieurs volumes, jamais il fait mention de la traduction. Il dit « Ah, j'ai abordé cette personne comme si tout coulait de source. » Et je me disais « Hey boy, ça ne se peut pas que dans la vraie vie, Christophe Colomb soit mis fluently à parler nahuatl. C'est pas vrai, là. » Donc, est-ce que ça fait référence à ce même phénomène ou est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de cette absence de discours sur la traduction dans ces mises en récit? En toute humilité, je ne suis pas encore rendu très loin dans l'analyse de mon corpus. Mais oui, cette absence de traduction-là m'a vraiment laissé perplexe parce que je croyais que, pour moi, ça semblait évident que dans un quartier autant multilingue, on est très hautement conscient des barrières et des moyens qu'il faut prendre pour les traverser. Il y a un exemple qui me vient en tête d'un roman qui a été écrit par Ayavi Lac, qui est une autrice sénégalaise qui a habité par extension pendant 7-8 ans, qui s'appelle Le Marabout. Puis, le roman parle beaucoup de l'intégration puis des modalités de l'intégration pour le migrant. Puis, elle va mettre en scène des personnages québécois de souche qui se ramassent à habiter par extension un peu parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont pris financièrement. Puis, elle va illustrer une peur ou un certain même dégoût de la multiplicité dans ces personnages-là. On va utiliser le mot cacophonie, criage, je ne sais pas exactement, mais ouais. Oui, Sylvain. Vous parlez, on n'est plus dans la logique du fond, dans la mesure où ce que vous évoquez tous et toutes, d'abord, on n'est plus avec un point A et un point B avec une translation simple. Et donc, ma question, est-ce qu'on est davantage maintenant dans la figure du rond-point? Peut-être, oui, le rond-point, du moins, ou peut-être dans la figure de l'intersection, qui est une figure aussi qui a été explorée par Mme Simon. Mais
du moins la traduction dans son acception plus large, qui inclurait translinguagic aussi, ce sont des voies par lesquelles on fait l'expérience, on ressent l'expérience dans nos corps de la diversité en milieu urbain. Tantôt, Daniel, tu parlais de la traductologie qui arrive en ville, qui descend dans la rue, mais je crois aussi qu'il faut être conscient que la rue traduit déjà avant qu'on arrive là. Puis je crois qu'à mon humble sens, un de nos défis aussi, on est déjà en train de le faire, mais c'est de rendre compte aussi de la diversité des pratiques de la traduction afin d'élargir ce que Andrew Chesterman appelait le shared mental image of translation. Comme plus on en parle sous un angle nouveau, plus on va élargir la façon dont on les vu. Puis pour revenir un petit peu, je ramène à ma question de l'affichage, mais si on voit un affichage bilingue mal traduit, entre guillemets, comme un exemple d'une erreur, on va rester un peu pogné dans cette espèce de carcan mental-là. Mais si on le voit comme le résultat d'un travail qui a impliqué une rencontre entre différents acteurs de différents milieux, bien là, on ouvre la discussion, puis on voit autre chose, puis on ressent autre chose, puis on accueille la diversité autrement. Donc, je crois nous, en allant dans la rue, si on n'y est pas déjà, on a un travail aussi à faire à cet égard-là. Voilà, pardon. Oui, mais en fait, ça m'interpelle vraiment comme question parce que, en fait, c'est un peu un retour aux souches parce que c'est la traduction, à l'origine, elle vient d'où? Bien, ça vient des gens dans la rue qui essaient de se parler. C'est l'image du pont, très utile, mais je pense que c'est surtout pertinent, en fait, pour la littérature, le bridging cultures, par exemple. Mais dans la vie de tous les jours, c'est ça, c'est pas un point A à B, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de... on parlait tantôt, entre nous, on parlait un peu de la métaphore le fil, le tissage. Donc, c'est ça, c'est pas un fil qui est droit, c'est un fil qui c'est plusieurs fils qui s'entrecroisent. Et en fait, je m'en allais vers quelque part, mais voilà, même mon fil de pensée qui se promène un petit peu. Non, c'est ça. Pardon. Donc, c'est... On pourrait prendre, en fait, je pense que quand je parlais de me situer en tant que chercheur et même sujet, on pourrait prendre n'importe qui par exemple, Parc Extension, mais même n'importe qui à Montréal et en faire un profil dans les traducteurs dans l'histoire parce qu'on navigue, puis même une personne unilingue navigue un contexte complexe. Et donc, je veux dire, la traductologie, en fait, a un potentiel illimité, mais bon, ça, donc, oui, en tout cas, moi, ça m'interpelle vraiment comme question. Oui, Carmen. Oui, on peut parler aussi de la place publique. Une de mes études de cas dans ma thèse s'appelle Survivance, Translating Cultural Memory in Québec. Et j'analyse 3 angles, traduction comme réécriture, traduction comme contre-mémoire et traduction comme réclamation. Donc, l'étude de cas pour le premier, c'est le poème de Michel Lalonde, Speak White. Et je regarde les réécritures de ce poème, Marco Mecconi, Speak White, et aussi les poèmes écrits par les étudiants pendant la grève 2012, qui s'appelle Speak Rich et Speak Rich en tabarnak et Speak Red. Et cette idée d'être dans la rue ou dans la place publique, c'est très présent surtout avec mais même avec le poème original qui était lu par Michel Lalonde pendant la nuit de la poésie en 1970. Il y avait 4000 personnes qui attendaient pour entrer cette soirée. Donc, c'est aussi une place publique, mais avec les étudiants, c'était vraiment dans la rue et sur l'Internet aussi. C'est des vidéos qui circulaient sur l'Internet. Donc, l'Internet aussi fait partie de cette place publique. Ça traverse les médias, ça traverse les gens de la haute culture, de la poésie, mais
aussi des appropriations des étudiantes aux fins politiques. Oui, Aileen. Moi, je resterai avec l'image du pont. D'autres métaphores sont utiles et je crois que ça, c'est l'une de mes choses préférées au sujet de la traduction, c'est qu'il est toujours ouvert à d'autres choses, à ajouter d'autres choses. Mais justement, comme vous avez dit, on est tous des héritiers de Sherry et de Judith et de cette belle tradition de la traduction, de la traductologie. Alors, on a organisé en janvier, justement, journée d'études performance grâce à l'aide de Sophie et Hélène. Et j'ai utilisé une image pour l'affiche du pont du diable, Devil's Bridge, Pont-Arfnac. Donc, 3 langues, yes. Et j'ai choisi cette image parce qu'il y a en fait 3 ponts, pour traiter un peu la traduction féministe maintenant, où c'est pas vraiment... On a toujours la tendance, surtout en études féministes, de regarder la première vague, la deuxième vague. On est maintenant comme, OK, il faut briser, il faut créer un espace ici pour regarder ce qu'on a fait et pour dire, non, on n'est pas tout à fait correct, il faut faire d'autres choses maintenant. Et je trouve avec l'image du pont, surtout si on a une image comme 3 ponts en même temps, on a l'opportunité de dire on peut garder ce qui est bon et on peut bâtir quelque chose comme ça, puis ajouter un peu plus sans laisser passer ce qui est notre héritage, nos traditions comme ça. Alors, pont, yes. Si je peux me permettre, oui, juste une petite, parce que depuis Carmen, sinon je vais perdre mon idée. Moi, je suis la métaphore du pont, je pense depuis tout à l'heure au pont rempli d'ânes que condamne Henri Michonic pour dénoncer le dualisme du signe. Ce qui est sûr, pour répondre à la question de Sylvain, c'est clair que la traductologie permet certainement de renouveler les métaphores. Le titre du chapitre de Laurie ce matin, c'était « Une poignée de métaphores ». J'aime beaucoup le dynamisme du carrefour giratoire dont parlent les technocrates de l'État québécois plutôt que de dire un rond-point. Préférons-lui le rond-point, c'est une table ronde. Mais s'il y a quelque chose d'important dans ce que Aileen vous avez dit tout à l'heure, c'est le terme de la complicité. Moi, j'aime beaucoup la polysémie du terme complicité qui peut à la fois désigner un comportement coupable par rapport à un acte qui a été commis, mais sinon aussi une grande fraternité, une grande proximité dans les choses. Dans le monde de la traduction, on est certainement toujours dans cet espace de limite où il y a beaucoup de tous les revirements, les va-et-vient, les remises en doute. Et pour moi, c'est important, c'est vraiment comme ça qu'on comprend et qu'on apprend. C'est un objet de pensée, la traduction. Je pense que c'est ça que ça permet de dire. Christine, pardonne-moi. Daniel a présenté David et Alexis comme des traducteurs professionnels. Je pense que Carmen fait aussi la traduction, peut-être les autres. On avait ce matin Laurie Saint-Martin et Judith qui a fait de la traduction aussi. C'est quand même quelque chose de particulier. Et Sherry, mais en fait, beaucoup de gens, en tout cas beaucoup d'entre nous ici, ont pratiqué la traduction. C'est particulier dans notre champ de recherche d'avoir ce va-et-vient entre la pratique et la recherche ou l'analyse de l'objet de recherche. Donc, peut-être juste lancer la question, quel est l'apport pour vos recherches de l'acte de traduire? Merci, Christine. C'est une belle question. Mais, merci, Christine. Mais c'est ça que je voulais souligner un peu avec ma citation de Robert Young. Et quand je parle de la spécificité, avec la complexité de ce qui se passe dans l'acte de traduire. Et Robert Young, comme d'autres chercheurs qui écrit sur l'idée de la traduction culturelle, il prend toujours cette idée que la traduction linguistique devient comme le modèle ou la base, le point de référence pour toutes ces définitions élargies de la traduction.
Donc, l'idée, c'est comme de ne pas nous limiter à seulement comme traduction linguistique ou toutes les questions de grammaire et de transfert et tout ça, mais d'aller le plus loin qu'on veut aller, le plus loin possible avec la définition, la traduction, mais toujours avoir cette référence à la pratique qui nous ramène à nos bases. On ne connaît pas leur nom. Alors, c'est Marie. Oui, c'est Marie, mais je crois que c'est... Oh, pardon. Non, mais c'est bien. Je crois que c'est très intéressant ce que tu dis, Carmen, parce que l'idée que la pratique peut, enfin, constituer une base à partir de laquelle on peut métaphoriser, entre guillemets, là, et je crois que c'est important de garder ça parce qu'à un moment donné, il y a des lunes. J'avais fait un petit papier de recherche dans lequel si on ne garde pas cette espèce d'ancrage, la métaphore de la traduction peut s'en aller à des endroits où s'il n'y a plus de sens, elle n'a plus de sens. Et je crois que c'est important de penser que la métaphore est géniale, mais sans, on va dire, essayer de l'ancrer dans quelque chose, on peut perdre de vue, c'est vrai, hein, on peut... C'est toujours épuisant de parler avec un masque. On peut perdre un peu de son vrai sens et puis lui donner un peu n'importe quel sens. Surtout, je pensais au domaine de la philosophie. Qu'est-ce qui distingue la traduction des autres formes de transfert culturel ou transformation? C'est ça. Ils appellent ça de la transformation à un moment donné, puis ils utilisent transformation, traduction pour la même chose, et puis on perd un peu du sens de... Ouais, je trouve que c'est intéressant de le réancrer, sans toutefois se limiter à ça, évidemment, là, mais on a besoin de l'ancrer. Je trouve que ça donne du jus aussi pour comment on peut créer d'autres métaphores avec. C'est une mise en garde que sert Antoine Berman à la fin de la traduction de l'étranger à force de trop ouvrir la définition de la traduction. On risque d'en perdre la quintessence. Monsieur, vous aviez demandé... Non? Vous avez levé la main? Ah, c'était pour vous gratter, désolé. Il reste 5 minutes. Alors, c'est le temps de lâcher notre lousse. Là. On vit un moment historique quand même. Alors, Chantal qui est revenue. On est tous quand même très contents pour toutes sortes de raisons et l'une d'entre elles, c'est que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus pour vrai. Hein? Alors, est-ce que Sherry... Ah, il y a Judith. Merci à toutes et à tous. C'était très agréable de vous entendre parler de façon tellement sophistiquée, tellement intelligente. Ça a été très beau. Mais je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé de l'avenir. Et puis, qu'est-ce que vous envisagez d'ici 5 ans? Vos recherches vont vous amener où? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Alors, voilà. Belle façon de conclure. Oui. Merci. Daniel a dit que c'est nous l'avenir. Point final. Je vais peut-être y aller rapidement. En fait, du point de vue de ma recherche, ce que peut-être les portes que je veux, ou du moins le sillon dans lequel je m'inscrire pour la suite des choses. Quoiqu'un sillon, c'est quelque chose qu'on laisse derrière nous, donc ça ne fonctionne pas. Mais ce serait une plus grande prise en compte de la traduction, du moins en milieu urbain, comme un geste citoyen, comme un geste de co-création qui pourrait éventuellement permettre à des gens de différents horizons de faire ensemble, comme le voulait Richard Sennett, donc de vraiment participer, que ça devienne une action qui permet de mettre l'accent sur ce qu'on fait ensemble plutôt que d'où on vient ou qui on est, donc qui va permettre de nous affranchir de nos identités sclérosantes des fois. Donc, c'est mon vœu pour cette recherche-là, très, très large, mais voilà. Je pense qu'en regardant, juste en écoutant les autres membres de la table ronde, on voit beaucoup de fils conducteurs, de ressemblances dans nos recherches, mais on voit aussi une grande diversité dans le domaine. Et je pense
c'est une des richesses, justement, qu'on puisse chacune et chacun faire rayonner la traduction de manière différente. C'est ça, ça reste que c'est un jeune domaine. On ne sait peut-être pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que l'important, c'est que vraiment, je pense qu'on a tous hâte de s'y rendre. On a hâte de continuer à construire sur les bases que vous avez posées pour nous. Et je pense que, oui, je pense qu'avec le climat actuel, on a beaucoup de points d'interrogation dans tout, pas juste dans nos recherches, mais ça reste que je pense que de voir des gens si engagés et intéressés, je pense que j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler. Pour moi, ce qui m'avait vraiment fasciné puis intéressé à mon entrée au programme en traductologie, c'était de constater à quel point la traductologie est une discipline souple qui peut épouser finalement d'autres disciplines. Ça prend du travail pour ouvrir un champ d'études à d'autres champs d'études. Puis, entre autres, Sherry et Judith l'ont fait dans les dernières années. Puis, je pense que dans l'avenir, dans les prochaines années, on peut s'attendre à ce que cette ouverture-là de la traductologie continue. Puis, donc, pour faire rayonner finalement notre discipline. Carmen et Aileen, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on peut, à l'avenir, continuer à garder la traduction en tant que discipline interdisciplinaire, mais qui collabore avec d'autres disciplines aussi. C'est ce que je fais un peu dans mon programme et dans ce qu'on appelle les Memory Studies en anglais. Donc, j'ai participé à un colloque en Autriche il y a 2 ans, avant la chose. Et, et c'était justement les chercheurs des 2 disciplines qui sont réunis pour échanger. C'était super intéressant. Il y avait Suzanne Basnet avec des chercheurs du domaine de Memory Studies. Et aussi, pour revenir à la question de Christine, aussi longtemps qu'il y a aussi... Pendant qu'il reste des gens qui font la traduction, des phénomènes de traduction, même une traduction automatique ou dans toutes ses formes, on va avoir quelque chose à étudier, me semble. Juste comme Anastasia a dit, j'ai vu moi aussi des fils conducteurs avec nous, 1, 2, 3, 4, 5, je suis nul au chiffre. Et c'est ce que la question que vous avez posée aussi, tout le monde, oui, on aime bien parler des métaphores, mais tout le monde ici veut faire quelque chose avec leur maîtrise, leur doctorat, leur postdoc. Le titre que vous avez annoncé pour mon projet, c'est en fait mon 2e postdoc, parce que le premier postdoc, j'ai débuté un peu comme vous, Alexis. Personne ne m'a vu dans le département de français parce que j'ai débuté mon postdoc au début de la pandémie et fin. Mais donc, l'objectif de la 2e, c'est justement de vulgariser les résultats, de créer quelque chose avec les résultats d'un projet théorique pour un grand public. Alors, pour moi, ces théories de la traduction féministe, je suis en train de faire quelque chose avec eux pour créer un cadre pour des guidelines, pour des théâtres, des maisons d'édition, pour travailler sur un processus éthique, pas justement politique, féministe de la traduction pour le théâtre. Alors, je crois que l'avenir, c'est vraiment une question de ce qu'on peut faire avec tout ça. Et évidemment, il y a tellement de choix. Merci. Ce sera le mot de la fin, Sophie, je te le promets. Alors, pour répondre encore à la question posée par Judith, je convie tout le monde à un rendez-vous dans 5 ans. On vous présentera les petits-enfants de la traductologie. Merci beaucoup tout le monde.